Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Gabrielle. Bonsoir. Est-ce que je dis Gabrielle ou Gabrielle? C'est Gabrielle. 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 Même si... On aurait dit Johnny Hallyday là, en moins de 2 secondes. Allez, Gabrielle Borile. Oui. Comment ça va? Ça va. Ça va? Très bien. Comment on se sent quand on sort un premier roman? Même si on est scénariste, on sait ce que c'est qu'écrire, mais c'est quand même un premier roman, non? Absolument. C'est un événement pour moi. Je l'ai découvert il y a à peine un mois, un peu plus qu'un mois, à la Foire du Livre. Donc c'est vraiment... C'est très différent d'une sortie de téléfilm ou de film, finalement. Pourquoi? Mais parce que il faut quand même retenir que quand on est scénariste, c'est un métier de l'ombre. Ah, complètement, oui. Exactement. Là, vous êtes à la télé, vous êtes... Oui, tout à fait. Vous êtes devant, quoi. Ouais. Mais c'est fou, hein. Les réalisateurs vous invitent pas très souvent les scénaristes sur les plateaux. Hein. Ils préfèrent avoir toute la lumière. Ouais. C'est toujours les réalisateurs et les acteurs et les actrices, quoi. En gros, oui, hein, oui, c'est vrai. Alors qu'il y a une écriture derrière. C'est vrai que vous êtes prof de scénario aussi à l'ULB et à l'IAD. Hein. J'ai été prof à l'IAD, surtout. J'ai fait à l'ULB 3-4 ans, mais j'ai préféré l'IAD, qui est une haute école, parce que là, il y a une section scénario. Ouais. Vraiment. Je vois, une très bonne section en plus. On va parler de ce roman. Hein. On va parler de La fille de Nino, magnifique couverture en plus. Avant ça, 3 petites questions. Ah oui. Si vous voulez bien, vous répondez un peu du tac au tac. Ça va? Ça va aller, Gabrielle? D'accord. Vous êtes prête? Oui. Ouais. Allez, si vous étiez, attention, un mot en italien. Mot en italien. Ouais. Je pense à amore, c'est un peu... Non, mais pourquoi pas? Enfin, c'est un peu rudimentaire, mais bon, voilà. Amore. Oui. Ouais, on a tous traduit, je crois. Ouais. Oui. Bah, c'est quand même le plus beau mot de nos langues, non? Oui. Allez, si vous étiez un souvenir d'enfance. Ah, un souvenir d'enfance, ça serait le lac de Garde, parce que mon grand-père avait... Le père de ma mère avait une petite ferme à 8 km du lac de Garde. Oh, quel bonheur. Et ah oui, à l'époque, c'était encore assez préservé d'ailleurs. Oui. Et donc, on y allait tous les après-midi. Pour les enfants, c'était magique. Hein, oui. Donc, une enfance au bord du lac de Garde. En tout cas, pour les vacances. Oui, bien sûr. Et si vous étiez, puisque vous êtes un peu dans le cinéma aussi, un film que vous adorez. Un film? Ouais. Oh, il y en a tellement. Mais oui. Mais je crois que je suis très attachée à Hitchcock. Ah oui, d'accord. Oui, c'est un peu ancien, mais j'ai vraiment appris le métier de raconteuse d'histoire avec Hitchcock, je crois. D'accord. Et il y a un film que j'aime beaucoup qui est Notorious en anglais, et en français c'est Les Enchaînés. Ouais. Et voilà, c'est une histoire d'espionnage et d'amour aussi, voilà. Bon, on retient celui-là, Les Enchaînés d'Hitchcock, c'est pas mal quand même. Hein. C'est indémodable en plus, Hitchcock. Exact. Allez, on va parler de la fille de Nino. On va essayer de comprendre qui est ce fameux Nino. Et vous êtes l'invité, Gabrielle, de LCR ce soir. Ce sombre gouffre seul, solitaire, sans mettre sous terre. Je respire la poussière, sans lumière. Mais que serais-je sans toi? Je donne l'avenir de ton destin. 30 ans que mes jours ont la couleur de mes nuits, mais c'est trop tard. Les traces dans les mains, je ramasse mon chagrin et je bois du noir. Mais que serais-je sans toi? Mon pays, mon autre moi, qui me donne force et courage. Au milieu de ces hommes,
donne. L'avenir de ton destin. Voilà, extrait de mon pays. C'est toutes sortes d'Italiens, enfin de Belges d'origine italienne, première génération, deuxième génération, troisième aussi, qui parlent de fait d'être entre deux pays. On parle de ça aussi, quoi, quelque part. Oui. Entre deux chaises, quelque part, non? Oui, tout à fait, tout à fait. La fille de Nino, Angela, a quitté Charleroi. Elle est née à Charleroi d'un père immigré italien. Oui. Et donc il venait du nord de l'Italie, oui, de Padoue, c'est de la région de Padoue, c'est ça, hein? La Vénétie, Oui. enfin on appelle ça la Vénétie, Oui. c'est pas loin de Padoue. Oui. Et c'est vrai que Angela, à un moment donné, va découvrir des choses grâce à un oncle. On va lui raconter des histoires qu'elle ne connaît pas finalement. Parce Qui se sont passés là-bas, mais on peut peut-être le dire parce que c'est au début du livre. Hein. Oui. Ce qui se passe, c'est qu'il y avait le fascisme. On est en pleine période fasciste, Oui. et les parents du grand-père d'Angela vont se faire confisquer leurs terres, en fait. Oui, c'est ça? tout à fait, tout à fait. Et ça, c'était quelque chose qui était courant là-bas. Mais c'est-à-dire, on est avant-guerre et le Nino, on va l'appeler Nino. Nino, ils sont sept enfants. C'est des paysans. Ils ont une terre, ça s'appelait un bail amphithéotique en fait à l'époque. Donc les gens n'étaient pas propriétaires, mais ils travaillaient la terre. Et à cette période des années 30, il y a une famille puissante, fasciste évidemment, qui a carrément enlevé la terre. Et ce que je trouvais terrible quand mon oncle Valentino me l'a raconté, c'est que au fond, la famille s'est retrouvée dans une maison où il n'y avait pas un seul lopin de terre, c'est-à-dire même pas pour élever des poules. Et donc, cette famille s'est retrouvée dans un moment... C'était la misère, quoi. Voilà, et puis après, il y a eu la guerre, et mon père est venu après la guerre. Ouais, parce mais que enfin, leur fameux... misère a commencé vraiment dans les années 30. À ce moment-là, oui. Et puis, il a fait quelques bêtises aussi, mais ça, on le découvre dans le livre. Enfin, quand je dis bêtises, je mets des grands guillemets. Bon. Soit. Alors, il y a les fameux accords bilatéraux entre l'Italie et la Belgique. Un sac de charbon, un sacco di carbone, et comme on disait à l'époque, ça c'est. Donc il y a plein d'Italiens qui sont arrivés à Charleroi, à Liège, à la Louvière. C'était ça à ce moment-là. C'est incroyable. Ouais. Oui, il y a vraiment eu des contrats. Les gens étaient obligés, les Italiens étaient obligés de rester à la mine. Je ne sais plus le contrat si c'était 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Heureusement, ce que je trouve bien pour Nino, enfin, c'est qu'il a pu changer et aller à Innocent, qui était donc dans la sidérurgie. Ouais, on va voir peut-être une photo de Innocent parce qu'on a retrouvé. Là, on est vraiment à Charleroi, quoi. Oui. Voilà, on a retrouvé une photo d'archives de cette usine. C'était quand même quelque chose. Et il va être blessé, il va se passer quelque chose, il va tomber dans le coma. Et Angela, qui vit à Bruxelles, qui est sa fille, elle le revoyait de temps en temps. Il est veuf, hein, elle le revoyait de temps en temps, mais moins souvent, parce qu'elle est allée faire ses études à Bruxelles. Et à 26 ans, elle galère beaucoup. Elle fait des petits jobs. Hein. Elle a fait des études de journalisme. Ouais. Mais elle n'a pas de réseau, elle n'a pas d'amis, enfin on verra après pourquoi peut-être. Mais Angela s'est installée presque à Bruxelles, elle fait des jobs de vendeuse, serveuse. Elle nettoie aussi pendant elle est l'année, nettoyeuse bureaux, même, oui, à un moment donné, tout à fait. Et donc elle va moins souvent voir son père et elle reçoit un appel de sa tante Jovina, qui lui dit que son père a eu un accident grave et qu'il est dans le coma. C'est un accident qui s'est déroulé dans l'usine. Ouais. Et ce qui est assez fou, c'est qu'elle va aller dans cette usine 2 jours après l'accident. Hein, donc elle va au chevet de son père à l'hôpital. Et pendant ces journées de veille, elle va découvrir son usine, quoi, qu'elle n'avait jamais vue. Ouais. Je crois que les enfants ne... bon, quand on découvre ça, ça doit être terrible. Hein. C'est terrible. Alors, il avait des expressions, je crois, la bouche béante, je ne sais plus trop. Hein, vous décrivez ça très très bien d'ailleurs dans votre livre. Mais elle imaginait un peu ça comme... mais là, elle le voit en vrai, quoi. Oui, elle voit les... C'est-à-dire qu'en fait, il lui disait toujours « je suis pocheur ». Oui, c'est ça. Tout ne comprend pas, je suis pocheur. Oui, la grande poche. Mais alors, ce qui est fou, évidemment, c'est qu'elle, je ne sais pas, à 20 ans, je crois que ça ne l'intéressait pas, Angela. Et du coup, là, elle est à l'usine et elle voit, ce sont des monstres, ce sont des grandes cuves en acier qui transportent le métal en fusion suspendu à des chaînes, comme ça, dans l'usine, et ça va dans des formes. Donc, elle découvre cette ambiance quand même terrible, hein, le bruit... elle découvre parce qu'elle a fui, effectivement, elle s'est retrouvée à Bruxelles, a fait des études, comme vous l'avez dit, journalisme, un peu de droit aussi, je crois. Oui.
Et elle est un peu gênée de retourner là-bas, de redécouvrir son oncle et sa tante. Enfin, elle ne se sent pas à l'aise, en fait. Alors, c'est un roman là-dessus aussi, oui, ça parle de ça. Mais c'est-à-dire qu'en fait, je crois qu'arrivée à Bruxelles, quand elle est arrivée à 18 ans, c'est là qu'elle a vécu un peu la honte, c'est-à-dire elle se retrouve dans un milieu, en fait il y a un garçon plus âgé qu'elle, qui lui met le grappin dessus et qui est d'un milieu social plus élevé que le sien. Il prétend même avoir un petit 2 et descendre de la noblesse hollandaise, c'était pas le cas. Mais en tout cas, c'est un homme très cultivé, qui a des livres sur tous les murs. Oui, ça l'impressionne au début. Hein, ouais. Oui, ça l'impressionne, Angela. Parce que... c'est tellement loin de ce qu'elle avait vécu. Ouais. Oui, et puis en plus, ses amis sont tous... Alors, il y a un type qui fait du théâtre, il y en a... Donc, c'est vrai qu'à un moment donné, Angela, elle ne dit plus rien. Enfin, avec ce garçon, oui, mais... Comment ça s'est passé ? Elle se retrouve en société, elle n'ose plus ouvrir la bouche, en fait. Parce que c'est une espèce de peur de ne pas être à la hauteur. Ouais. Et là, elle va aller au chevet de Nino, qui est dans le coma. Je l'ai dit, Nino est veuf parce que la maman a eu la sclérose en plaques, donc elle est partie très tôt. Tout à fait. 10 ans avant l'accident du père, la maman d'Angela est décédée. Elle avait une sclérose en plaques, en effet. Et pour Angela, c'est étrange parce il y a eu certainement une période de deuil. Mais après, Angela a eu une sorte de liberté, comme ça. Elle s'est tout d'un coup retrouvée sans les contraintes maternelles. Parce que la maman... Et voilà. Mais elle était née en Belgique, la maman. Donc elle parlait très très bien le français. Et je pense qu'elle était dévorée, vraiment dévorée par le désir de s'intégrer. Ouais. Tous les Italiens... tous les immigrés italiens veulent s'intégrer, ne plus être appelés macaroni dans la rue. Parce que c'était ça, au début on parlait des accords bilatéraux, mais au début c'était des baraquements. Il y avait des écriteaux interdits aux chiens et aux Italiens. Je répète, interdits aux chiens et aux Italiens, c'est terrible comme phrase quand même. C'est vrai. C'est ça qu'il y avait en Belgique. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que même encore dans les années 60, l'histoire se passe en 1980 en fait. Oui. Mais encore dans les années 60, les Italiens, on disait quand même les macaronis, quoi. Oui, bien sûr. Oui, c'est resté, oui. Et donc, ce besoin de s'intégrer, je crois que de la mère, c'est vraiment inscrit chez cette gamine. Très fortement, un peu trop, je pense. Ouais. C'est-à-dire qu'on sent qu'Angela, c'est un personnage, un petit singe savant, comme elle dit, un petit cerveau sur pattes, qui fait première de classe, parce qu'on lui a dit « tu dois être première de classe ». C'est sans souffrance, je crois. Angela vit ces contraintes-là, ces injonctions, sans souffrir, mais en même temps, elle est à côté de la plaque. Franchement, si on lit le bouquin, on comprend qu'Angela... Elle n'a pas de ressenti, elle n'a pas de mémoire, elle est comme un... Oui, mais enfin, elle a souvent été écrasée. Je la défends un peu, cette Angela, par ce Michel, qui n'était pas très cool, c'était plutôt toxique comme relation. Elle devait remplacer sa maman, donc travailler beaucoup. Enfin, voilà. Je me disais, et j'ai envie de vous poser la question quand même, qu'est-ce qu'il y a de vous en Angela ou qu'est-ce qu'Angela a de vous ? Parce que vous êtes aussi fille d'immigrés italiens, donc forcément, vous avez été épuisée dans vos souvenirs, non ? Quand même beaucoup, on peut l'avouer. C'est quand même très autobiographique. Mais c'est un roman. C'est un roman. C'est très important de dire que la mémoire, surtout que ce sont des événements anciens, la mémoire, c'est quand même très fragmentaire, puis ça, voilà, c'est très fugace. Ouais. Et je vais vous donner un exemple. Ouais. À un moment donné, c'est un moment rigolo du roman. Elle doit elle doit surveiller un couple d'amoureux siciliens. Oui. Oui. Alors on lui a dit, je ne sais pas quel âge elle a, je ne me souviens plus, mais genre 8, 9, 10 ans, 11 ans peut-être. Et elle doit accompagner ce couple de fiancés pour éviter qu'ils fassent des bêtises. Donc dans la rue, promenade. Pour pas qu'ils s'embrassent, c'est ça quoi, oui. Et en fait, ça c'est un souvenir que j'ai. Le seul souvenir qui me reste, c'est ma déception, ma tristesse, parce qu'ils m'ont semé. Ils m'ont semé. Et donc, évidemment, j'ai mis ça en scène, je le raconte, Oui, vous l'avez un petit peu gonflé. Mais évidemment, c'est ça la fiction. C'est un plaisir, non ? C'est un plaisir, effectivement, de créer de l'émotion à partir d'une émotion tellement ténue. Pour la transmettre, on est obligé de...
C'est ça que vous expliquez aussi à vos élèves quand vous donnez des cours de scénario, j'imagine, à l'IAD. Oui. Alors, les cours de scénario. Ouais, très brièvement, on n'a plus beaucoup de temps, oui. Ouais. Oui, on n'a plus beaucoup de temps. Les cours de scénario, écrire un scénario, c'est presque de l'algèbre par rapport à un roman. C'est-à-dire qu'on crée l'émotion en tirant certains fils, certaines techniques de narration. C'est très technique, le scénario, en fait. Alors que dans le roman, je crois qu'il y a un nouveau bonheur pour moi, c'est un lâcher-prise. On peut se laisser aller. Oh là là, c'est merveilleux. Mais vous êtes une grande lectrice aussi. On va regarder votre coup de cœur, c'est Annie Ernaux, évidemment. Mais ça ne m'étonne pas, quelque part. Et vous avez choisi Les Armoires vides. Mais pourquoi celui-là? Oui, Les Armoires vides... je ne sais pas si c'est le premier d'Annie Ernaux. Dans ses premières, oui. Mais en fait, elle raconte la vie de ses parents qui étaient épiciers. Et je crois qu'ils avaient aussi j'ai lu ça il y a tellement longtemps, ils avaient aussi un bistrot. Oui. Et c'est aussi, comme moi, une fille de Jean Modeste qui elle a fait des études universitaires, etc. Et c'est surtout, alors le plus important, c'est que en lisant Annie Ernaux, j'ai compris qu'on n'était pas obligé d'être Proust pour écrire des romans. C'est pas mal, ça, on va la retenir comme phrase. Merci, Gabrielle, d'être passée chez nous. Je vous conseille vraiment La fille de Nino. Non seulement on passe un bon moment, mais on découvre tout un pan de l'histoire de Belgique aussi, je trouve, quelque part, qu'on ne connaît pas bien si on n'est pas proche de ça. C'est chez Weyrich. Merci beaucoup. On se retrouve demain, nous, avec d'autres invités. Bonsoir.